Alors, salut à tous. On va commencer directement par le sujet de 2017. Vous allez voir qu'il y a énormément d'annales qui reviennent et que même si on n'est pas au taquet sur les cours de 6, il y a énormément de questions où c'est juste du bon sens, du style on peut vendre des médicaments en grande surface, non, c'est faux. Enfin, vous allez voir que il y a énormément de questions qui reviennent et en plus, il y a énormément de questions qui sont juste, c'est assez évident. Des fois, il y a des trucs, c'est pas forcément dit explicitement dans le cours, mais c'est vraiment logique, vous allez voir. Et, euh, et il y a beaucoup de choses qui reviennent. Il y a des questions qui sont hors concours, que du coup, j'ai barrées. On va les sauter, celles qui sont hors concours, forcément. Donc, déjà, vous n'avez pas histoire de la médecine cette année. Et après, pour les passes, il y a énormément de questions qui ne vont pas être dans votre programme, notamment pour les essais précliniques, structure et régulation, pharmacocinétique. Enfin, il y a beaucoup de cours en moins pour les passes. Donc voilà, il y aura des questions qui serviront qu'au PACES. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autres participants. Non, c'est bon. Ok, bon, je vais commencer directement avec la question 3. Alors, je vais faire item par item et je vais expliquer pourquoi c'est faux. Déjà, vous voyez mon écran, on est d'accord, hein? Oui. Oui, oui. Ok, ok, ok. Alors, question 3. Quelles sont les missions du Conseil de l'ordre des pharmaciens? Item A, faire respecter le code de déontologie professionnelle, c'est vrai, c'est partie de ses missions. On vous dit que l'ordre veille au respect des devoirs des professionnels, il assure la défense de l'honneur et l'indépendance de la profession. Il a plein d'autres missions, mais voilà, du coup, c'est vrai. Délivrer les autorisations de mise sur le marché des médicaments, c'est faux. Ça, vous savez que c'est la NSM. Voilà, je vous disais qu'il y avait des trucs vraiment évidents. Donner un avis sur l'installation des cabinets de médecins généralistes, c'est faux. Enfin, ça n'a pas de rapport. Donc, je vous disais, donner un avis sur l'installation des cabinets généralistes, c'est faux, ça n'a pas de rapport. Pourquoi le Conseil de l'ordre des pharmaciens interviendrait sur les généralistes? Ça n'a vraiment pas de rapport. Inscrire les pharmaciens exerçant dans différentes sections, c'est vrai. Et réaliser le marquage CE des dispositifs médicaux, c'est faux. C'est les organismes notifiés qui font ça. Et en France, c'est le GMED. Donc voilà. Donc question 3, c'était AD. Question 4. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles s'appliquent aux médicaments génériques? C'est une contrefaçon de biens industriels, c'est faux. On vous dit dans le cours que les génériques, ce sont ni des copies, ni des contrefaçons. Ils sont produits avec la même rigueur de qualité que les autres médicaments. Ok, donc c'est faux. Et fabriqués dans les officines de ville, ça aussi c'est faux. Enfin, c'est évident, on ne fabrique pas le Doliprane dans la pharmacie même, c'est dans les industries, ok. Est un médicament vendu en grande surface, c'est faux aussi. On ne vend pas du paracétamol aux gens casino, donc ça c'est pareil, c'est faux. Et c'est faux surtout en France, parce que dans d'autres pays c'est possible, mais en France c'est faux. Le pharmacien peut substituer par un générique une prescription d'un médicament princeps. C'est vrai, tout à fait vrai. Et c'est un médicament bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dite allégée. C'est vrai aussi. Alors, je ne sais pas si c'est encore dans le cours, mais en tout cas, c'est sûr que c'est vrai. En fait, on n'a pas besoin de faire toutes les phases des essais cliniques pour un médicament générique. On doit seulement apporter une preuve de bioéquivalence. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il a une AMM allégée. OK. Donc, question 4, c'était DE. Alors, question 5 sur le métabolisme. Alors ça, c'est une question qui concerne aussi que les PACES, parce que les PACES, ils n'ont pas le cours de pharmacocinétique cette année. Alors, concernant le métabolisme des médicaments, quelles sont là où les propositions exactes? Ne concernent que les médicaments administrés par voie intraveineuse, c'est faux, ça concerne toutes les voies, le métabolisme. À partir du moment où le médicament n'est pas suffisamment hydrosoluble pour être éliminé, en fait, ça concerne toutes les voies. Donc, ne concerne que les médicaments administrés par voie orale, c'est aussi faux. Se produit principalement dans le foie, c'est vrai. Être responsable de toxicité, c'est vrai. On vous dit qu'il peut y avoir des métabolites toxiques. Et est une étape obligatoire, c'est faux. Si le médicament il est suffisamment hydrosoluble pour être éliminé, pas besoin de le conjuguer ou de le rendre plus hydrosoluble que ça. Donc, ce n'est pas forcément obligatoire. Donc, question 5, c'était CD. Question 6, parmi les étapes suivantes, laquelle ou lesquelles font partie du circuit d'évaluation du médicament? Alors,
Autorisation de mise en concurrence, c'est faux, ça n'existe pas. Autorisation de l'Organisation mondiale de la santé, n'importe quoi. Amélioration du service médical rendu, c'est vrai. Amélioration du service médical prétendu, c'est faux, ça n'existe pas non plus. Et autorisation de mise sur le marché, c'est vrai. Question 6, c'était CE. Question 7. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes? L'aspirine est une base. Alors ça aussi, c'est une question qui est que pour les PACES. Les PACES, vous n'avez pas le cours conception chimique cette année non plus, enfin, je pense. L'aspirine est une base faible, c'est faux, c'est un acide faible. Dans l'estomac, l'aspirine est retrouvée majoritairement sous forme ionisée, c'est faux, c'est non ionisé. Parce que l'aspirine, elle a un pKa de 3,5 et dans l'estomac, on est à un pH 1. Donc, on a un pH qui est inférieur au pKa. Donc, elle est sous forme AH. Voilà. Vous voyez ce que je veux... Attends, je vais faire... vous savez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, on est comme ça. L'aspirine, elle a un pKa ici de 3,5. 3,5. Et vu qu'on est à ce niveau-là, vu qu'on a un pH 1 dans l'estomac, forcément, elle va être sous forme AH quand on est à pH inférieur au pKa, quoi. Enfin, je pense que vous le savez, mais bon, au cas où, un petit rappel. L'aspirine exerce son action thérapeutique en agissant sur les cyclooxygénases, c'est vrai. Un promédicament est un précurseur inactif d'une substance active, c'est vrai. Et pour franchir les membranes par diffusion passive, les molécules doivent être plutôt lipophiles, c'est vrai. Question 8. Donc, question 7, c'était CDE. Question 8. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes? Alors ça aussi, c'est encore que pour les PACES, cette question. L'énergie de la liaison hydrogène est de 200 kJ par mol. C'est faux, c'est 7 à 40. Une liaison hydrogène est une liaison impliquant un atome d'hydrogène et un atome électronégatif tel que l'atome d'oxygène. C'est vrai, on vous dit oxygène ou azote dans le cours. La structure plane du benzène est favorable à la création d'une force d'attraction de type Van der Waals avec la région aplatie hydrophobe du récepteur. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. La déapplication d'une substance active par un groupement fortement lipophile comme une longue chaîne carbonée peut être utilisée pour prolonger la durée d'action de la substance active, c'est vrai. Dans le cours, vous avez plein d'exemples, l'allopéridol décanoate, enfin, vous avez plein d'exemples avec l'acide valérique, tout ça. Donc c'est vrai. Et un coefficient de partage P proche de 0 signifie que la molécule est très lipophile, c'est faux, c'est hydrophile. Donc question 8, c'était BCD. Question 9. Ça aussi, c'est encore que pour les PACES. Les essais précliniques, c'est que il n'y a pas chez les PAS. Alors, toutes les études toxicologiques doivent être réalisées avant les premières administrations à l'homme. C'est faux. On voit bien que sinon, on attendrait trop longtemps. C'est impossible. Donc, on a les essais précliniques, du coup, qui sont comme leur nom l'indique, avant les essais cliniques. Donc, il y a des études qui vont être forcément réalisées avant les premières administrations à l'homme, comme les études de génotoxicité. Donc ça, c'est forcément, par exemple, avant les premières administrations à l'homme. Mais il y a plein d'études toxicologiques qui vont être réalisées en parallèle. Donc c'est faux. Un test d'AMS positif signifie que la molécule testée est sans risque. C'est faux. Ça veut dire qu'elle est génotoxique, potentiellement. Je vous rappelle que le test d'AMS, en fait, on prend des bactéries qui ont été rendues incapables de synthétiser l'histidine, en fait. Donc, elles vont forcément avoir besoin d'histidine pour croître. Et donc, si on leur met un composé qui est mutagène, on va passer de l'état muté, donc où elles ne peuvent pas croître sans histidine, vers l'état sauvage, et donc elles seront capables de croître sans histidine. Donc, si le test d'AMS est positif, ça veut bien dire que la molécule testée est génotoxique. Donc, c'est vrai. Donc, c'est faux, c'est faux. Le test du micronucléus consiste à rechercher l'augmentation de granules de chromatine dans les cellules de la moelle osseuse, c'est vrai. Les études de cancérogénèse durent toute la vie de l'animal, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on prend 2 espèces de rongeurs, on vous dit, parce que qui ont une espérance de vie courte pour justement pouvoir faire des études qui durent sur toute la vie de l'animal, en fait. Donc, on prend forcément 2 espèces qui ont une durée de vie courte. Au cours de l'étude des effets sur le développement pré- et postnatal, la substance test est administrée de la fin de l'organogénèse et pas fécondation à la fin de la lactation. Donc, je veux dire, c'est administré de l'organogénèse à la fin de la lactation et pas de la fécondation, donc c'est faux. Donc, question 9, c'était CD.
Question 10, c'est encore que pour les PACES. Concernant les études de pharmacocinétique animale, quelles sont là où les réponses exactes? Alors, item A. Pour étudier la distribution, on peut administrer le médicament à tester sous forme radiomarquée et le suivre par autoradiographie, c'est vrai. Dans le cours, vous avez une image et on vous parle du carbone 14, où on voit la distribution, en fait, où se fixe le médicament. Donc, c'est vrai. Où il se distribue, quoi. Et la biodisponibilité et le pourcentage de la dose administrée par voie intraveineuse qui atteint la circulation générale, c'est faux, c'est administré par voie orale. Item C, les enzymes impliquées. Identifier les enzymes impliquées dans le métabolisme des médicaments permet de prédire certaines interactions médicamenteuses. C'est vrai, en fait, c'est logique. Si on administre deux médicaments qui sont métabolisés par la même enzyme, par le même cytochrome, ben forcément, on a des risques d'interaction qui peuvent être à l'origine de toxicité. Donc, c'est vrai. Il est nécessaire d'étudier l'excrétion des médicaments dans le lait, c'est vrai. Et le métabolisme des médicaments facilite leur élimination, c'est vrai. Comme on a dit tout à l'heure, ça permet de les rendre plus hydrosolubles. Donc, c'est vrai. Et question 10, c'était ACDE. Question 11. Le profil souhaité d'un produit en développement résume les avantages démontrés ou souhaités de la molécule en développement par rapport à l'existant. Parmi les propositions suivantes, quelles sont là où les réponses exactes? Alors moi, j'ai mis ABCDE, j'ai tout mis, parce que dans le cours, on vous dit qu'en fait, le TPP, ça résume en fait justement tous les avantages de la molécule qu'on veut développer par rapport aux standards disponibles. On vous parle de l'efficacité, de la sécurité, du mode d'administration, de la fréquence d'administration et donc du profil pharmacocinétique. Et donc, moi, j'ai tout coché. Question 12. Concernant les conséquences. Je regarde s'il n'y a pas de questions dans le chat. Non, je ne peux pas voir. Moi, je peux voir ça. Il n'y a pas de questions dans le chat ou quoi? Ah, chat. Ah ben non, il n'y a pas de questions. OK. Question 12. Concernant, alors ça, c'est vraiment la question bateau qui tombe chaque année. Concernant les conséquences de la iatrogénie médicamenteuse, quelles sont là où les réponses exactes? Attendez, hein. Juste. Non, c'est bon. Alors, elle peut se manifester par une inefficacité du traitement, c'est vrai. Elle peut se manifester par un effet indésirable grave, c'est vrai. Par un décès, c'est vrai. Elle peut mettre en jeu le pronostic vital, c'est vrai. Et elle peut se manifester par une pharmacodépendance, c'est vrai. C'est vraiment le type de question bateau qui tombe tout le temps. Et bon, voilà. Alors, donc c'était ABCDE. Alors, question 13, par rapport à la loi Jardé. L'apparition du terme de vocabulaire recherche impliquant la personne humaine, c'est vrai. C'est vrai. La définition des recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes, c'est vrai. Item C. Alors, item C, j'ai hésité parce qu'on vous dit là, la répartition aléatoire des dossiers entre les comités de protection des personnes, la répartition au niveau régional. Et en fait, il y en a qui disent que c'est régional, mais que le guichet est national, et donc ça serait vrai. Donc, moi, j'aurais tendance à le mettre vrai. Question le passage facultatif devant le CPP pour les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes, c'est faux, c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Et la possibilité de pratiquer des recherches à l'insu du patient, c'est faux. Donc, question 13, j'aurais mis ABC. Question 14. L'estimation du nombre de sujets nécessaires repose sur un calcul qui tient compte du risque alpha, qui est la capacité de détecter une différence quand elle existe. C'est faux, le risque alpha, c'est de détecter une différence qui n'existe pas. Item B de la puissance de l'essai, qui est le risque de détecter une différence qui n'existe pas, c'est faux. La puissance, justement, c'est de détecter une différence quand elle existe. Donc, c'est faux. Et en fait, concrètement, le nombre de sujets d'un essai clinique, il dépend du risque alpha, de la puissance de l'essai, de la variabilité du critère de jugement principal et de la taille de la différence qu'on veut mettre en évidence. Donc, ça dépend que de l'item D et E. Donc, on vous dit de la taille de la différence qu'on veut mettre en évidence et de la variabilité du critère de jugement principal. Donc, question 14, c'était DE. Question 15. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes? Les protéines GP activent l'adénylcyclase, c'est faux, c'est les protéines GS. Donc, voilà. Les protéines GS inhibent, c'est faux, elles activent l'adénylcyclase, donc c'est aussi faux.
Les protéines IgP activent la phospholipase C, c'est vrai. La phospholipase C utilise le DAG et l'IP3 comme second messager, c'est vrai. Et l'adénylcyclase utilise le DAG et l'IP3 comme second messager, c'est faux. Donc, question 15, c'était CD. Question 16. Concernant les récepteurs à activité enzymatique, quelles sont là où les réponses exactes? Les récepteurs à activité guanylcyclase transforment le GTP en GMPC, c'est vrai. Les récepteurs à activité guanylcyclase membranaire sont la cible du facteur natriurétique atrial. Atrial natriurétique, c'est pareil. C'est vrai. Les récepteurs à activité guanylcyclase soluble sont activés par le monoxyde de carbone, c'est faux, c'est le monoxyde d'azote. Sous l'action de l'insuline, son récepteur autophosphoryle ces résidus tyrosyle intracellulaires, c'est vrai. Item E, les récepteurs à activité tyrosine phosphatase, ils défont. Question 17. Parmi les paramètres suivants, quels sont ceux qui participent aux étapes pharmacocinétiques? Vous m'entendez toujours ou parce que j'ai un petit bug? Oui. Oui, c'est Ça bon. va. Alors, surface sous la courbe des concentrations en fonction du temps, c'est vrai. Concentration donnant 50% de l'effet maximal, c'est vrai. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Et ça se réfère à la pharmacodynamie et pas à la pharmacocinétique. La demi-vie, c'est vrai. La constante d'élimination, c'est vrai. Et la biodisponibilité, c'est vrai. Donc, question 17, c'était ACDE. Question 18. Concernant la prescription et la délivrance des médicaments, quelles sont les réponses exactes? Les médicaments d'automédicaments sont conçus pour une utilisation directe par le patient, sans intervention médicale et sans ordonnance nécessaire, c'est vrai. Les médicaments inscrits sur les listes des substances vénéneuses peuvent être obtenus sans ordonnance, c'est faux. Et même si dans le cours structure et régulation, on vous dit qu'il y a des exceptions, comme la pilule du lendemain, tout ça, dans ce cours-là, on n'en parlait pas. Et la prof, elle disait bien de toute façon dans le cours sur les prescriptions que ce n'était pas les exceptions qui tombaient, c'était les règles générales. Donc c'est faux pour moi. Certains médicaments doivent obligatoirement être prescrits initialement par un médecin hospitalier, c'est vrai. La prescription en DCI est facultative, c'est faux, elle est maintenant obligatoire. Et les kinésithérapeutes peuvent prescrire un certain nombre de médicaments pour les pathologies ostéo-articulaires, c'est faux. Les kinés ne prescrivent pas de médicaments, ils peuvent prescrire des attelles, tout ça, mais pas de médicaments. Donc, question 18, c'était AC. Question 19. Alors, concernant la justification de la pharmacovigilance des médicaments, quelles sont les réponses exactes? Alors ça, c'est encore le type de questions qui tombent tout le temps et qui sont plutôt... Enfin, c'est facile, vous allez voir. Elle est indispensable car le nombre de patients exposés est plus faible que les essais cliniques, c'est faux, c'est plus grande. Elle est indispensable car la population est plus hétérogène, c'est vrai. Elle est indispensable car la polymédication est plus fréquente que dans les essais cliniques, c'est vrai. Elle est indispensable car les patients souffrant de polypathologie sont plus fréquents que dans les essais cliniques, c'est vrai. Et elle est indispensable car la connaissance de la sécurité d'emploi des médicaments dans les conditions normales du médicament est incertaine, c'est vrai. Et question 20. Donc, question 19, c'était BCDE. Et question 20, concernant les études de pharmacoépidémiologie, quelles sont les réponses exactes? Elles décrivent comment est utilisé le médicament, c'est vrai. Elles détectent une association éventuelle entre l'exposition à un médicament et la survenue d'un événement, c'est vrai. Elles contribuent à l'évaluation du rapport bénéfice-risque d'un médicament, c'est vrai. Elles ne participent pas à la surveillance du médicament, ben c'est faux. Et elles tiennent compte de l'exposition médicamenteuse, c'est vrai. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Non, ok. Donc voilà, on a fait le sujet de 2017. Vous avez vu que c'est pas très compliqué l'UE6. Là, on va faire le sujet 2018 après 2019 et après celui de l'année dernière. Vous allez voir qu'il y a énormément de questions qui retombent. Est-ce que vous voyez toujours mon écran là? Oui. Vous voyez que j'ai changé de sujet ou pas?
Ou vous êtes encore sur l'ancien sujet? Non, sur le nouveau. Ok, ça va, bah, super. Alors, ben, on commence de suite, sauf s'il y a des questions. Alors, vous allez voir, là, c'est encore sur une question sur les essais précliniques. Vous allez voir que c'est pratiquement la même question que le sujet qu'on vient de faire. Alors, dans le contexte des études réalisées chez l'animal au cours du développement de nouveaux médicaments, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes? Toutes les études toxicologiques qui doivent être réalisées avant les premières administrations à l'homme, c'est faux. Pas toutes, encore une fois, sinon on perdrait trop de temps. Mais après, il y en a qui sont obligatoires, comme les études génotoxiques, mais pas toutes. Okay, par exemple, cancérogénèse, elles ne sont pas obligatoires avant l'administration chez l'homme. Un test d'AMES, donc c'est faux. Un test d'AMES positif signifie que la molécule testée est potentiellement génotoxique, c'est vrai, c'est exactement le même item que tout à l'heure. Le test du micronucléus consiste à rechercher l'augmentation de granules de chromatine dans les cellules de la moelle osseuse, c'est vrai. Les études de cancérogénèse durent toute la vie de l'animal, c'est vrai encore. Et au cours de l'étude des effets sur le développement pré- et postnatal, la substance test est administrée de la fécondation à la fin de la lactation. C'est faux, c'est toujours faux. C'est de la fin de l'organogénèse à la fin de la lactation. Donc, vous voyez que c'est les mêmes pièges. Concernant les procédures d'autorisation de mise sur le marché, lesquelles existent? Donc, procédure centralisée, c'est vrai. Nationale, c'est vrai. Reconnaissance mutuelle, c'est vrai. Pénale, c'est faux, rien à voir. Et dénationalisée, ça n'existe pas. Donc, c'est faux. Donc, question 2, c'était ABC. À propos de la transduction, quelles sont les réponses exactes? Elles caractérisent l'affinité d'un médicament donné pour sa cible. C'est faux, ça n'a rien à voir, la transduction par rapport à l'affinité. L'affinité, elle est plutôt liée à la structure chimique du ligand, à la constante de dissociation, à la complémentarité, mais pas à la transduction. Okay. Donc, c'est faux. Elle est une cascade d'événements intracellulaires, c'est vrai. Justement, c'est la définition de la transduction. La transduction, c'est une cascade d'événements intracellulaires. Elle permet d'obtenir un effet pharmacologique, c'est vrai. Euh, elle caractérise la réversibilité d'une interaction ligand-récepteur, c'est vrai. C'est faux, pas du tout. Euh, En fait, la transduction, c'est seulement une cascade d'événements intracellulaires, donc c'est faux. En fait, encore une fois, ça serait plutôt le KD, la constante de dissociation, qui caractériserait la réversibilité. Ok, donc c'est faux. Et item E, elle peut faire intervenir une protéine G, c'est vrai. Donc question 3, c'était BCE. Question 4. À propos des récepteurs couplés aux protéines G, quelles sont là où les réponses exactes? Ils sont susceptibles d'être désensibilisés, c'est vrai. Ils ne présentent pas de phénomène du coup, c'est faux. Désensibilisation, c'est faux. Leur activation aboutit à la production d'un second messager intracellulaire, c'est vrai. On vous parle de la MPC, du GMPC, enfin voilà, vous avez plein de messagers intracellulaires dans le cours comme exemple. Ils appartiennent à la classe des récepteurs métabotropiques, c'est vrai. Dans les métabotropiques, il y a les RCPG et les tyrosine kinases. Et du coup, ils appartiennent à la classe des récepteurs ionotropiques, c'est faux. Et donc, question 4, c'était ACD. Question 5. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes? L'estérification de la bêta-méthasone par l'acide valérique est mise à profit pour réaliser des formes galéniques de type crème ou pommade. Et ça, cet item, donc c'est vrai. Et cet item, il tombe régulièrement aussi. Donc dans le groupe, dans le cours, vous avez une diapo en fait où vous avez toutes les estérifications possibles, enfin plusieurs exemples en tout cas, pour l'estérification de la bêta-méthasone. Et on vous parle donc on vous dit qu'avec l'acide valérique, ça fait une forme topique, en fait, donc une crème ou une pommade. On vous dit qu'avec l'acide phosphorique, ça peut faire une solution ou une suspension injectable. Voilà. Du coup, vous avez plein d'exemples et là, c'est vrai, c'est bien ça. Et il tombe beaucoup l'exemple de l'acide valérique, donc c'est vrai. Et cette question aussi, elle est que pour les PACES, hein. Donc si les PACES, vous n'arrivez pas à répondre, c'est normal. Les molécules très lipophiles comme les aminosides, mais déjà c'est faux parce que les aminosides, c'est très hydrophile. Donc du coup, c'est faux. Les aminosides, c'est des molécules hydrophiles. L'énergie de la liaison d'hydrogène est comprise entre 70 et 400 kJ par mol. C'est faux, c'est 7 à 40. Un promédicament est un précurseur inactif d'une substance active. C'est vrai. C'est la définition. Et le coefficient de partage P permet d'évaluer la balance hydrophile-hydrophobe d'une substance. C'est vrai.
Donc, question 5, c'était ADE. Parmi les voies d'administration du médicament, cette question, elle est encore aussi que pour les bases, c'est le cours pharmacocinétique. Parmi les voies d'administration de médicaments suivantes, laquelle ou lesquelles sont une ou des voies parentérales? Alors, pour la question 6, c'est BCDE. Donc, c'est la voie intramusculaire, intraveineuse, sous-cutanée et intradermique. Tout ça, ce sont des voies d'administration parentérale. Donc, voilà. Question 7. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles conditionnent le délai d'obtention de la concentration à l'équilibre après installation d'une perfusion intraveineuse? Alors, le diamètre de la veine, c'est faux. On ne vous en parle pas dans le cours, ça ne dépend pas du tout. Enfin, ce n'est pas du tout un critère pour obtenir la concentration à l'équilibre. La constante d'absorption, c'est faux aussi. Parce que c'est logique, on est en intraveineuse, donc il n'y a pas d'absorption. Quand vous regardez les courbes, vous voyez bien qu'on part directement de 100%. Il n'y a pas d'absorption en intraveineux. Donc c'est faux. En fait, les items vrais, c'est CDE. On vous parle du débit de perfusion, de la clairance du médicament et du volume de distribution du médicament. Donc c'était CDE pour la question 7. Donc tout ça, c'est hors concours. Question 10. Concernant le médicament dans son environnement, quelles et où sont les réponses exactes? Il se compose d'un conditionnement primaire, secondaire et tertiaire. C'est faux. Tertiaire, ça n'existe pas. On n'a que primaire et secondaire. Le conditionnement primaire et le boitage d'un médicament, c'est faux. Le conditionnement primaire, c'est celui qui est directement en contact avec le médicament. Donc, par exemple, la plaquette, on vous parle de la plaquette, le blister, tout ça. Donc, voilà, c'est le conditionnement. Donc, ce n'est pas le boitage. Le boitage, c'est le conditionnement secondaire. Le conditionnement primaire est celui directement en contact avec la forme pharmaceutique, ben, c'est vrai. Il n'existe aucune notice d'information dans le conditionnement, c'est faux. Elle est dans la boîte, hein, donc c'est faux. Et les conditionnements primaires et secondaires obéissent à des règles d'étiquetage, c'est vrai. Donc pour la question 10, c'était CE. Question 11. Concernant l'ordre des pharmaciens, quelles sont là où les réponses exactes? C'est une agence sanitaire, c'est faux. C'est pas une agence sanitaire. Une agence sanitaire, c'est par exemple tout ce qui est ANSM, tout ça. Alors que l'ordre des pharmaciens, en fait, c'est des professionnels qui sont élus en fait parmi leurs pairs. Donc c'est pas une agence sanitaire, c'est pas une instance publique. Donc l'item A, c'est faux. Item B est nommé par le ministère de la Santé. Ben, c'est faux en fait. On vous dit que c'est des professionnels de santé élus parmi leurs pairs, donc c'est faux. Participe au respect du code de déontologie, c'est vrai. Délivre les AMM, c'est faux, ça c'est la NSM. Enfin, au niveau national, c'est la NSM. Enfin, en tout cas, c'est pas l'ordre. Est organisé en section professionnelle, c'est vrai. Donc pour la question 11, c'était CE. Question 12. Alors là, il va y avoir aussi des items hors concours, mais je vais laisser la question pour le début, en fait. La question 12. La fixation de l'insuline sur son récepteur entraîne la déphosphorylation des résidus tyrosyles du récepteur lui-même. C'est faux, c'est l'autophosphorylation. Donc, c'est une phosphorylation, pas une déphosphorylation. L'autophosphorylation du récepteur de l'insuline conduit en aval à l'activation de transporteurs du glucose. C'est vrai. Et en fait, cette stimulation donc, de transporteur du glucose va entraîner deux effets. L'augmentation de la captation du glucose par le foie et le tissu adipeux et la diminution de la glycogénolyse donc diminution de la libération du glucose. Et donc, ces deux effets s'entraînent donc une diminution de la glycémie. OK. Donc, voilà. Item C. Il existe des thérapies, voilà, tout ça c'est hors concours, des thérapies antinéoplasiques par petites molécules dirigées. Bon, ça c'est faux. Tout ça c'est plus dans le cours, donc CDE, je saute. Question 13. Concernant les médicaments ciblant directement ou indirectement l'ADN ou l'ARN, quelles sont les réponses exactes? Les oligonucléotides antisens ont été développés pour traiter des formes graves d'hypercholestérolémie. C'est vrai. On vous parle du mipomersène dans le cours. Je sais pas en tout cas, moi, on parlait du mipomersène. Je ne sais pas si ça a changé, si on vous en parle toujours, mais en tout cas, l'item est vrai. La thérapie par oligonucléotides antisens bloque la transcription de l'ADN en ARNM. C'est faux, parce qu'en fait, les oligonucléotides antisens, ils sont dirigés contre les ARNM, donc qui bloquent la traduction
Vu qu'ils sont dirigés contre l'ARNM et pas contre l'ADN, ça bloque l'étape de traduction de l'ARNM vers la protéine, donc c'est faux. Le méthotrexate bloque une enzyme clé impliquée dans la régénération des folates et pas de la vitamine C. Ok, donc item C, c'est faux. La cyclosporine inhibe la calcineurie, donc la déphosphorylation du facteur de transcription de l'interleukine 2. C'est vrai. Et donc, en fait, vu que ça bloque la déphosphorylation du facteur de transcription de l'interleukine 2, le facteur de transcription il va rester phosphorylé, donc pas de production d'interleukine 2 et donc pas de rejet de greffe. Voilà, donc la cyclosporine, c'est un immunosuppresseur. Et item E, les agents alkylants bloquent la réplication en formant des ponts entre les bases d'un même brin d'ADN ou entre deux brins, c'est vrai. En question 13, c'était ADE. Alors, question 14, c'est encore la question bateau de pharmacovigilance qui retombe tout le temps. Donc, concernant la pharmacovigilance, quelles sont là où les réponses exactes? Elle comprend des techniques d'identification du risque d'effets indésirables, c'est vrai. Elle comprend l'évaluation des effets indésirables, c'est vrai. Elle comprend la mise en place d'actions pour sécuriser le médicament, c'est vrai. Elle comprend la réalisation d'études de sécurité d'emploi du médicament, c'est vrai. Elle est une aide au diagnostic de maladies médicamenteuses, c'est vrai. Donc, question 14, c'était ABCDE. Question 15. Alors, concernant l'imputabilité en pharmacovigilance, quelles sont là où les réponses exactes? Elle permet d'établir le rôle du médicament dans la survenue de l'effet constaté. C'est vrai. Elle repose sur des arguments médiatiques, c'est faux. Elle nécessite de connaître tous les médicaments consommés par le patient, c'est vrai. Elle nécessite de connaître les dates de début de prise de tous les médicaments consommés par le patient, c'est vrai. Elle repose sur des arguments chronologiques, sémiologiques, bibliographiques et de bibliographie, c'est vrai. Et ça tombe tout le temps. D'ailleurs, l'année dernière, au concours, ils avaient enlevé chronologie, ils avaient mis métrologie. Enfin, voilà, c'est 3 mots-clés qui retombent pratiquement chaque année. En question 15, c'était ACDE. Question 17. Concernant les études de pharmacoépidémiologie, quelles sont là où les réponses exactes? Elles ne portent pas sur le bénéfice des médicaments. C'est faux. On vous dit que les études de pharmacoépidémiologie, justement, on regarde le rapport bénéfice-risque, donc ça porte sur le bénéfice du médicament. Elles peuvent confirmer ou non un signal issu de notification, c'est vrai. Elles peuvent vérifier le rapport bénéfice-risque d'un médicament, c'est vrai. Justement, c'est le but. Elles permettent d'apporter des connaissances sur l'utilisation des médicaments, c'est vrai. Et elles sont réalisées généralement sur des petites populations, c'est faux parce que c'est sur la population générale, donc c'est des grandes populations, donc c'est faux. En question 17, c'était BCD. Question 18. Concernant le bon usage du médicament, quelles sont là où les réponses exactes? Il doit tenir compte des caractéristiques du médicament, c'est vrai. Des caractéristiques du patient, c'est vrai. De la pharmacologie, c'est vrai. Il doit tenir compte des caractéristiques de la maladie, c'est vrai. Et de l'évolution dans le temps des connaissances sur le médicament, le patient et sa maladie, c'est vrai. Vous voyez, sur le bon usage, c'est vraiment des questions, c'est vraiment toujours pareil. Et voilà quoi. Donc, question 18, c'était ABCDE. Juste, excuse-moi, mais il me semble que tu as sauté la question numéro 16. Elle était hors... Ouais, parce qu'elle était hors concours, c'est pour ça. Ah ok, ça va, merci. En fait, j'ai barré toutes les questions hors concours dans les sujets. Voilà, pas de rien. Question 19. Concernant la iatrogénie médicamenteuse, quelles sont là où les réponses exactes? Elle est en totalité évitable. C'est faux, on vous dit qu'il y a une partie évitable et une partie inévitable. C'est pour ça qu'on vous dit que tous les médicaments ne sont pas sans risque. Elle peut être liée à l'utilisation d'une mauvaise voie d'administration du médicament, c'est vrai. À une erreur d'administration du médicament, c'est vrai. À une erreur de technique de préparation du médicament, c'est vrai. Et à une mauvaise indication du médicament par le médecin, c'est vrai. Donc, question 19, BCDE. Alors, question 20. Alors là, c'est sur le cours de prescription. En fait, des fois, elles ne sont pas toujours évidentes, ces questions. Donc, on va voir. Alors, concernant la prescription et la délivrance des médicaments, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes? Les médicaments inscrits sur les listes de substances vénéneuses peuvent être obtenus sans ordonnance, c'est faux. Donc, il y a encore l'histoire, oui, mais il y a l'exception par rapport à la pilule du lendemain, tout ça. Mais moi, je pense que c'est faux.
parce que c'est pas dans le même cours qu'on en parle, et la prof qui fait ce cours, elle dit bien qu'elle ne parle pas des exceptions, donc c'est faux. Les médicaments d'automédication sont conçus pour une utilisation directe par le patient sans intervention médicale et sans ordonnance, c'est vrai. Certains médicaments doivent obligatoirement être pris initialement par un médecin hospitalier, c'est vrai. On vous parle des médicaments à prescription initiale hospitalière. Les kinés peuvent prescrire un certain nombre de médicaments pour les pathologies ostéo-articulaires, c'est faux. Pas de médicaments pour les kinés. D'ailleurs, elle ressemble beaucoup, cette question, à celle de l'année juste avant. Et item E, ça c'était un peu dur. La prescription en DCI est obligatoire depuis le 1er janvier 2015 et pas 2016. Donc c'est faux. Voilà, petit piège à l'année près, donc il faut bien connaître vos dates. Voilà, donc on a fini le sujet de 2018. Je regarde s'il n'y a pas de questions dans le chat. Non? Ok. On va donc faire le sujet de 2019. Voilà. Vous avez vu que j'ai changé de sujet, hein, Parce que des fois, il y a des bugs, ça reste sur. Des fois, quand je change d'écran, ça reste sur l'ancien truc. Vous voyez bien que c'est le nouveau sujet. Oui. Bon, nickel. Question 1. À propos des mécanismes d'action des anti-infectieux, quelles sont là où les réponses exactes? Le spectre d'action d'un antibiotique correspond aux différents virus contre lesquels il est efficace. C'est faux. Les antibiotiques, ça n'agit pas contre les virus, mais bon contre les bactéries. Les bêta-lactamines inhibent la synthèse protéique bactérienne. C'est faux. Les bêta-lactamines, elles inhibent en fait la synthèse de la paroi bactérienne, pas la synthèse protéique, ok. Moi, mon année, enfin en tout cas jusqu'à l'année dernière dans le cours, elle nous donnait des exemples à apprendre d'antibiotiques qui ciblent la paroi, la synthèse protéique et tout. Et parmi la synthèse protéique, elle nous parlait des tétracyclines, des aminosides, de chloramphénicol, macrolides, acide fuchsidique, tout ça. Je crois qu'il y avait aussi l'inésolide, ça je sais plus. En tout cas, c'est sûr que bêta-lactamine, c'est la paroi, c'est pas la synthèse protéique. Donc c'est faux. Item C, le proguanil est un antipaludéen activant la dihydrofolate réductase. C'est faux, ça l'inactive. Ok. Question D. L'itraconazole inhibe la synthèse de l'ergostérol de la membrane fongique. C'est vrai. Et l'emtricitabine est un oligonucléotide antisens dirigé contre l'ARNM du VIH. C'est faux. En fait, c'est un analogue nucléosidique qui inhibe compétitivement la transcriptase inverse du VIH. Donc, ce n'est pas un oligonucléotide antisens et il est dirigé contre la reverse transcriptase et pas contre l'ARNM. Donc, cette question elle était un peu dure. En plus, on démarrait par ça. Donc, voilà. Du coup, question 1, c'était réponse D. Question 2. Concernant le mécanisme d'action des médicaments, quelles sont les réponses exactes? Les antivitamines K sont des médicaments procoagulants, c'est faux, c'est des anticoagulants. Les antivitamines K inhibent la réduction de la vitamine K, donc la fonctionnalisation des facteurs de la coagulation qui en dépendent, c'est vrai. En fait, les antivitamines K, ils bloquent les enzymes qui sont responsables de la réduction et donc de la régénération des vitamines K, parce qu'en fait, les enzymes vitamine K réductase, elles carboxylent les résidus glutamiques des facteurs de la coagulation pour permettre la coagulation, en fait, et elles utilisent comme cofacteur la vitamine K. Et donc, du coup, au cours de la réaction d'oxydoréduction, la vitamine K elle va se retrouver oxydée et donc elle sera plus utilisable pour des prochaines réactions. Donc, elles doivent être régénérées, elles doivent être remises en fait sous forme réduite pour qu'il y ait d'autres réactions de fonctionnalisation. Donc en fait, c'est ça, les antivitamines K, ils inhibent la réduction et donc la régénération de la vitamine K. Donc c'est ça, et donc ils empêchent les facteurs de la coagulation d'être carboxylés et ça inhibe donc la coagulation. Voilà, donc question C. Les statines sont des hypocholestérolémiants et pas triglycéridémiants. Donc c'est faux, c'est hypocholestérolémiant. Le tamoxifène est une prodrogue d'un agoniste-antagoniste des récepteurs aux œstrogènes. C'est vrai. Et on vous dit qu'en fait, dans le corps, il va donner un métabolite actif, l'endoxifène. Il sera métabolisé par le cytochrome P452D6. Enfin, ça, d'ailleurs, voilà, item E. L'efficacité du tamoxifène peut varier en fonction du polymorphisme génétique du cytochrome P2D6, c'est ça.
Et c'est pour ça que du coup, quand on génotype les patientes pour voir, je dis les patientes parce que du coup, c'est pour le cancer du sein, et du coup, pour voir si elles ont une forme du cytochrome qui est active ou inactive, donc pour prévoir en fait l'efficacité du traitement. Donc, question 2, c'était BDE. Ah, ok, je viens de voir qu'il y a une question. Alors non, paroi bactérienne et membrane, c'est pas pareil. Non, non, c'est pas pareil. Non, non. Quand on dit enfin, les antibiotiques qui inhibent la paroi bactérienne, si on vous met membrane, c'est faux. Donc voilà. Question 3. Alors, concernant les actions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lesquelles débouchent sur des décisions sanitaires? Alors, recommandation sur le prix, c'est faux. Recommandation temporaire d'utilisation, c'est vrai. Autorisation de mise sur le marché, c'est vrai. Détermination du service médical rendu. Attendez, hein. Ça, c'est faux. Parce que, ah ouais, c'est ça, dans le chapeau, on vous parle bien de l'ANSM. Et le SMR et la SMR, c'est l'HAS, donc c'est faux. Et autorisation temporaire d'utilisation, c'est vrai. Donc, question 3, c'était BCE. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Non, ok. Question 4. Concernant le profil pharmacocinétique bicompartimental d'un médicament administré en intraveineux, quelles sont là où les réponses exactes? La fonction décrivant les concentrations au cours du temps comporte 2 exponentielles, c'est vrai. Alors cette question qui est là, elle est pratiquement retombée l'année dernière au concours, enfin presque copie-coller. Enfin bon. La fonction décrivant la concentration au cours du temps comporte 2 exponentielles, c'est vrai. La demi-vie d'élimination est calculée à partir de la pente alpha, c'est faux, c'est la pente bêta. On vous dit bien que T1 demi, la formule, c'est ln de 2 sur bêta, donc c'est faux. Les paramètres pharmacocinétiques sont au nombre de 4, c'est vrai. L'absorption est modélisée par une exponentielle, c'est faux. On est en intraveineux, donc il n'y a pas d'absorption. OK. Et la clairance d'élimination, c'est une constante, c'est vrai. Et là, alors, pour l'item E, je ne sais pas si on vous le dit dans le cours, mais c'est sûr que c'est vrai parce que nous, en PE, on le refait ce cours. C'est le même prof, c'est le professeur Simon et tout, qui nous refait ce même cours. Et il nous a bien dit cette année en cours que la clairance d'élimination, c'était une constante pour un organe donné. Donc c'est vrai. La clairance d'élimination, c'est bien une constante. Je ne sais plus si c'est marqué dans le cours, mais en tout cas, c'est sûr que c'est vrai. Donc, question 4, c'était ACE. Question 5. Concernant un médicament agoniste compétitif, quelles sont là où les réponses exactes? La fixation au récepteur, c'est équivalente, c'est faux. Quand c'est compétitif, en fait, c'est une fixation qui est réversible, donc il n'y a pas de fixation covalente. OK. Item B, le site de fixation est identique à l'agoniste endogène. C'est vrai, tout à fait, c'est exactement ça. La fixation module la conformation du récepteur modulation allostérique, c'est faux. Pas du tout. Les médicaments antagonistes compétitifs, vu qu'ils se fixent sur le même site que l'agoniste endogène, c'est pas du tout une modulation allostérique. Item D, la fixation dépend de son affinité pour le récepteur, ça c'est vrai. Et la fixation entraîne une diminution de l'effet maximal d'un agoniste associé, c'est faux. C'est une diminution de la puissance. OK. Voilà. Donc, question 5, c'était BD. Ça, c'est plus au concours, ça non plus. Question 8. Concernant la prescription et la délivrance des médicaments, quelles est ou sont les réponses exactes? La prescription des médicaments stupéfiants est réservée aux médecins hospitaliers, c'est faux. C'est faux. Il y a plein de médecins qui peuvent prescrire des stupéfiants. OK. Les médicaments d'automédication peuvent être délivrés sans ordonnance, c'est vrai. On est juste. Ouais, c'est ça. Certains médicaments ne peuvent être prescrits que par les chirurgiens dentistes, c'est faux. Il n'y a pas de restriction pour les chirurgiens dentistes parce que, ils prescrivent des anti-inflammatoires, des antibiotiques et peuvent être prescrits aussi par les médecins, donc il n'y a pas de restriction par les chirurgiens dentistes. Les prescriptions hors AMM sont risquées, c'est vrai. Et les stupéfiants ne sont délivrés que si l'ordonnance est présentée au pharmacien dans les 3 jours suivant la date de sa rédaction. C'est faux. Là, c'est un peu dur, mais en fait, c'est qu'on ne pourra pas les délivrer en totalité si on présente pas l'ordonnance dans les 3 jours. En fait, mais on décomptera, en fait. On décomptera les jours suivants
mais on peut quand même les délivrer. Donc, si on présente l'ordonnance en retard, on délivrera seulement la dose restante, enfin pour les jours restants, quoi. Mais du coup, c'est faux. On peut délivrer les médicaments, mais pas en totalité. Donc, question 8, c'était BD. Question 9. Concernant les règles de prescription médicamenteuse, quelles sont là où les réponses exactes? Les médicaments inscrits sur la liste des stupéfiants doivent être prescrits sur les ordonnances sécurisées, c'est vrai. La prescription doit être écrite en toutes lettres sur les ordonnances de médicaments, produits et prestations d'exception, c'est faux. C'est faux. Il me semble que c'est que sur sécurisé. Attendez, je vais vérifier. Il me semblait que c'était... Attendez, je vais regarder. Alors, là, je vois pas dans le cours... Enfin, pour moi, en toutes lettres, c'est vraiment pour les sécuriser. Donc, je pense que c'est faux. Mais je vérifierai mieux après. Question 9, on en était à l'item C. Les ordonnances BISOM, les prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée exonérante doivent être faites dans la partie haute, c'est vrai. Aucun renouvellement n'est autorisé sur une ordonnance sécurisée, c'est vrai. Et la prescription DCI est obligatoire, c'est vrai. Donc, question 9, c'était ACDE. Question 10. Concernant la mesure de l'exposition médicamenteuse, quelles sont les réponses exactes? Elle ne concerne que, attendez, elle ne concerne que les études épidémiologiques de type cas témoin. C'est faux. Il y a aussi les études de cohorte, donc exposées, non exposées. Elle peut s'effectuer à partir de l'interrogatoire des patients, c'est vrai. Elle peut s'effectuer à partir des données de remboursement des médicaments prescrits, c'est vrai. Le nom du médicament est suffisant, c'est faux. On doit fournir plein d'autres informations comme qui les prescrit, le dosage, etc. Il y a plein, enfin, c'est pas suffisant, quoi. Elle nécessite d'être la plus précise possible. Ben voilà, là, c'est vrai. Donc, question 10, c'était BCE. Question 11. Concernant l'obligation de déclaration au Centre régional de pharmacovigilance, quelles sont les réponses exactes? Alors, en fait, ça concerne tout le monde, sauf l'infirmière. En fait, ça concerne toutes les professions médicales. Donc, ça concerne le médecin, item A, c'est vrai. Le pharmacien, c'est vrai. La sage-femme, c'est vrai. Et le chirurgien dentiste, c'est vrai. Donc, question 11, c'était ACDE. Question 12. Concernant le mauvais usage des médicaments, quelles sont là où les réponses exactes? Là, c'est encore toujours pareil, la question qui retombe. Et peut être liée à un mauvais usage de la part d'un professionnel de santé. C'est vrai. Une erreur de posologie, c'est vrai. Au non-respect d'une contre-indication, c'est vrai. Une erreur de délivrance, c'est vrai. Et une erreur de patient, c'est vrai. Donc, question 12, c'était ABCDE. Question 13. Concernant l'affinité d'un ligand pour sa cible, quelles sont là où les réponses exactes? Elle mesure l'attractivité d'un ligand pour sa cible. C'est vrai. Elle influence la dose de médicaments à administrer, c'est vrai. Plus la KD est élevée, plus la valeur de KD est élevée, plus un ligand est afin pour sa cible, c'est faux. C'est inversement proportionnel. Donc, c'est l'item D qui est vrai. Plus la valeur de KD est faible, plus le ligand est afin pour sa cible, là, c'est vrai. Et item E, la valeur de KD n'a pas de lien avec l'affinité d'un ligand. Ben non, ça c'est faux. Et justement, on vous dit bien que c'est inversement proportionnel, donc forcément, il y a un lien. Donc, question 13, c'est ABD, pardon. Question 14. Concernant les récepteurs ionotropiques, quelles sont là où les réponses exactes? Ils sont couplés aux protéines G, c'est faux. Les RCPG, c'est le récepteur métabotropique, donc c'est faux. Ce sont des récepteurs canaux, c'est vrai. Leur mécanisme de transduction fait intervenir la GTPase, c'est faux. Ils permettent une transduction rapide du signal, c'est vrai. Ils permettent une transduction lente du signal, c'est faux. C'est les RCPG qui ont une transduction qui est lente. Donc, question 14, c'était BD. Question 15.
concernant l'aspirine, quelles sont là où les réponses exactes? L'aspirine est un acide faible, c'est vrai. La forme non ionisée de l'aspirine peut être résorbée au niveau de l'estomac, c'est vrai. La forme non ionisée de l'aspirine est plus liposoluble que sa forme ionisée, c'est aussi vrai. La fixation de l'aspirine sur les récepteurs H1 de l'histamine est responsable des propriétés anti-agrégantes plaquettaires de ce médicament, c'est faux. L'aspirine, elle ne se fixe pas sur les récepteurs H1. Ben, c'est les antihistaminiques qui se fixent sur les récepteurs H1. Et l'aspirine, en fait, elle va inhiber les cyclooxygénases, et donc aucun rapport avec les récepteurs H1. Mais donc sinon, les effets de l'aspirine, sinon c'est bien des propriétés anti-inflammatoires, des risques d'ulcères et des propriétés anticoagulantes. Et question E, la prise d'aspirine peut favoriser la survenue d'un ulcère gastro-duodénal, du coup, c'est vrai. Donc question 15, c'était ABCE. Question 16. Concernant les interactions entre une substance active et sa cible, quelles sont là où les réponses exactes? L'énergie des liaisons hydrogène est plus faible que celle des liaisons de Van der Waals, c'est faux, c'est plus forte. Une liaison hydrogène peut se créer entre l'hydrogène d'un groupement hydroxyle OH retrouvé sur une substance active et un groupement carbonyle retrouvé dans la structure d'un récepteur. C'est vrai. Les forces de Van der Waals sont des interactions qui concernent les molécules hydrophobes, c'est vrai. Les liaisons ioniques impliquent des groupes fonctionnels de charges opposées, c'est vrai. Et les forces de Van der Waals sont des interactions qui impliquent des charges positives des noyaux et des charges négatives des électrons de deux atomes ou groupes d'atomes voisins, c'est vrai. On sait aussi que ça ressemble beaucoup à la question des 2 années précédentes. Donc ça, c'est hors concours. Ça aussi. Question 20. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? Une officine de pharmacie peut dispenser des prothèses de genoux, c'est faux. C'est uniquement les pharmacies au sein d'un hôpital, d'accord? Les officines, elles ne peuvent pas délivrer tout ce qui est tous les dispositifs médicaux implantables, donc c'est faux. Une officine de pharmacie peut dispenser des tubulures de perfusion, ça c'est vrai. La matériovigilance concerne les dispositifs médicaux, c'est vrai. Un pharmacien d'officine titulaire est inscrit à la section A de l'ordre des pharmaciens, c'est vrai. Et les médicaments vétérinaires sont exclusivement vendus en officine, ben, c'est faux puisque ben, les vétérinaires peuvent également les délivrer, donc c'est faux. Question 20, c'était BCD, du coup. Je vais regarder s'il n'y a pas de questions. Moi, j'ai une question par rapport à la question 18. On a le cours dessus, normalement. Donc, est-ce que tu pourrais la faire, s'il te plaît? Question 18. Ah, pardon, Oui. je l'ai sauté. Oui, Ah, pardon. Je merci n'ai pas barré, je beaucoup. ne sais pas pourquoi j'ai sauté. Désolée. Alors, question 18. Concernant les études de génotoxicité, quelles sont là où les réponses exactes? Elles sont réalisées parallèlement aux études cliniques de phase 3 au cours du développement de nouveaux médicaments. Alors non, il faut faire attention. Les études de génotoxicité, donc c'est AMES et micronucléus, c'est obligatoirement réalisé avant les premières administrations chez l'homme. Donc c'est faux. Plus les génotoxiques sont cancérogènes et inversement, c'est faux. On vous dit que la plupart des génotoxiques sont cancérogènes, mais pas tous. Je ne sais plus combien on vous dit, entre 70 et 90%, un truc comme ça. En tout cas, c'est pas tous. C'est presque tous, mais pas tous. Dans le test d'Ames, après action d'un composé mutagène, les bactéries Salmonella typhurium sont capables de croître en l'absence d'histidine. C'est vrai, parce qu'à la base, on les rend histidine dépendantes. Et donc si on les fait si le composé est mutagène, on passe de la bactérie mutée vers la bactérie sauvage. Donc c'est vrai. Le test du micronucléus peut être réalisé chez la souris et l'augmentation du nombre de micronucléi par rapport aux témoins dans les cellules de la moelle osseuse indique que le candidat médicament testé est génotoxique, c'est vrai. Et pour évaluer le potentiel génotoxique d'une nouvelle molécule, il faut réaliser au moins 3 tests différents, c'est vrai. Donc, question 18, c'était CDE. Est-ce que j'ai fait la question 20? Oui, je l'ai fait. Donc, on a fini le sujet. Il ne reste plus que l'anal de l'année dernière. Je regarde s'il n'y a pas de questions dans le chat. Non, il n'y a pas de questions. OK. On va faire l'anal de l'année dernière. Alors.
C'est bon, c'est ça. Alors, question 1. Concernant les études réalisées chez l'animal au cours du développement de nouveaux médicaments, quelles sont là où les réponses exactes? C'est vraiment toujours les mêmes questions sur ce cours. Donc, toutes les études toxicologiques doivent être réalisées avant les premières administrations chez l'homme. C'est faux. Un test d'AMS positif signifie que la molécule testée est potentiellement génotoxique. C'est vrai. Vous voyez le nouveau sujet, hein, je demande au cas où, on ne sait jamais. De toute façon, vous l'aurez dit, je pense, si vous ne voulez pas. Ouais, bon, super. Donc, un test d'AMS positif, ça c'est bon, on a dit que c'est vrai. Le test du micronucléus consiste à rechercher l'augmentation de granules de chromatine dans les cellules de la moelle osseuse. C'est vrai. Les études de cancérogénèse durent toute la vie de l'animal. C'est vrai. Et au cours de l'étude des effets sur le développement pré- et postnatal, la substance test est administrée de l'organogénèse à la fin de la lactation et pas fécondation. Donc c'est faux. Donc question 1, c'était BCD. Question 2. Concernant la méthode française d'imputabilité des effets indésirables des médicaments, quelles sont là où les réponses exactes? Elle est utilisée par les centres régionaux de pharmacovigilance, c'est vrai. Elle repose sur 3 principes. C'est pas métrologie, c'est sémiologie. Je vous avais dit qu'elle avait remplacé un truc comme ça, c'est ça. Donc c'est chronologie, sémiologie, bibliographie. Donc c'est faux. Elle concerne uniquement les médicaments sur prescription médicale. C'est faux. On peut bien sûr avoir des effets indésirables même pour les médicaments vendus sans ordonnance. Je ne sais pas si elle vous parle dans le cours de tout ce qui est les médicaments contre le rhume qui provoquent donc des vasoconstrictions et donc des AVC. Enfin bref, il y a plein d'effets indésirables chez les médicaments vendus sans ordonnance aussi. Donc c'est... J'étais à quel item? Question 2. L'item C, il est faux. Question D. L'analyse chronologique repose sur 3 critères: délai d'apparition entre la prise du médicament et l'effet indésirable, évolution à l'arrêt du médicament et évolution en cas de réadministration du médicament. C'est vrai. Elle établit le rôle d'un seul des médicaments pris par le patient dans la survenue de l'effet indésirable. C'est faux, c'est un ou plusieurs. Question 3. Concernant les actions de l'ANSM, lesquelles débouchent sur des décisions sanitaires? Détermination du taux de remboursement, c'est faux. Recommandation temporaire d'utilisation, c'est vrai. Autorisation de mise sur le marché, c'est vrai. Détermination de l'amélioration du service médical rendu, c'est faux, c'est l'HAS. Et SMR, pareil, c'est l'HAS. Donc, question 3, c'était BC. Question 4. Concernant le profil bicompartimental d'un médicament à pharmacocinétique linéaire, administré en intraveineux, quelles sont les réponses exactes? La fonction décrivant les concentrations au cours du temps comporte 2 exponentielles, c'est vrai. La demi-vie d'élimination est calculée à partir de la pente bêta, c'est vrai. Les paramètres pharmacocinétiques sont au nombre de 2, c'est faux, c'est 4. L'absorption est modélisée par une exponentielle en intraveineux, donc il n'y a pas d'absorption, donc c'est faux. Et la clairance d'élimination est proportionnelle à la dose. Alors pour moi, c'est faux parce que vu qu'on est dans une pharmacocinétique linéaire, on est indépendant de la dose, donc la clairance, elle est constante. Donc c'est faux. Donc question 4, je mettrai AB. Question 5. Concernant la constante de dissociation d'un médicament pour son récepteur, quelles sont les réponses exactes? Elle correspond au pourcentage maximal de fixation d'un médicament sur sa cible. C'est faux, c'est 50% de fixation des médicaments sur le récepteur. Elle s'exprime en unité de concentration par unité de temps. Il n'y a pas le temps, c'est en mol par litre. Plus la valeur de KD est élevée, plus le médicament sera afin pour sa cible. C'est le contraire, c'est plus le KD est faible, plus le médicament est afin. Donc l'item D, c'est vrai. Et la valeur de KD dépend de la constance de vitesse d'association. C'est vrai, KON et KD, ils sont liés. Donc c'est vrai. Question 5, du coup, DE. Question 6. Concernant les informations devant obligatoirement figurer sur toute ordonnance, quelles sont les réponses exactes? La date de l'ordonnance écrite en toutes lettres, c'est faux. C'est que pour les ordonnances sécurisées. D'accord.
La mention non remboursable dans le cas d'une prescription de médicaments en dehors des indications thérapeutiques remboursables, c'est vrai. La signature du prescripteur, c'est vrai toujours. La durée de traitement ou le nombre d'unités de conditionnement, c'est vrai. Et le nombre de médicaments figurant sur l'ordonnance, c'est faux. Ça aussi, c'est que pour les ordonnances sécurisées, où on a le double carré, là, et on écrit le nombre de médicaments figurant sur l'ordonnance. Question 6, c'est BCD. Alors, question 7. Concernant la prescription des médicaments, quelles sont les réponses exactes? La prescription des médicaments d'exception doit se faire sur une ordonnance de médicaments, de produits et prestations d'exception, c'est vrai. La prescription de certains médicaments est réservée à des prescripteurs avec certaines qualifications, c'est vrai. La prescription des médicaments pour des patients atteints d'une affection longue durée doit se faire sur les ordonnances sécurisées, c'est faux. C'est sur les ordonnances Bison, avec les deux grands rectangles. En haut, on met les médicaments qui sont en rapport avec l'ALD et donc qui seront remboursés à 100%. Et en bas, on met les médicaments qui n'ont aucun rapport avec l'ALD, dans le carré du bas, quoi. Donc voilà. Question D. Les médicaments inscrits sur la liste des psychotropes ont une durée maximale de prescription limitée, c'est vrai. On vous dit donc pour les hypnotiques, c'est 4 semaines max. Et pour les anxiolytiques, 12 semaines max. Il est interdit de mentionner un renouvellement sur une ordonnance sécurisée, c'est vrai. Donc question 7, c'est ABDE. Question 8. Concernant les médicaments, quelles sont là où les réponses exactes? Une spécialité pharmaceutique est un médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale, c'est vrai. Le principe actif porte le nom de véhicule, c'est faux, c'est les excipients, donc c'est faux. Le principe actif est une matière première pharmaceutique, c'est vrai. Le principe actif est décrit dans une monographie de la pharmacopée, c'est vrai. Et un médicament générique n'a pas besoin d'autorisation de mise sur le marché, c'est faux. Les médicaments ont besoin d'une AMM, donc c'est faux. Question 8, c'était ACD. Question 9. Concernant les canaux ioniques membranaires, quelles sont là où les réponses exactes? Si perméable aux ions Na+, une fois ouvert, il provoque une dépolarisation de la cellule, c'est vrai. Si perméable aux ions Na+, une fois ouvert, hyperpolarisation, mais du coup, c'est faux. Si perméable aux ions Cl-, une fois ouvert, il provoque une hyperpolarisation de la cellule, c'est vrai. Si perméable aux ions K+, une fois ouvert, il provoque une dépolarisation de la cellule, c'est faux, c'est hyperpolarisation. Et si perméable aux ions Cl-, une fois ouvert, il provoque une hyperpolarisation de la cellule et pas de dépolarisation. Est-ce que vous comprenez ces histoires d'ions ou vous voulez que je vous passe plus de temps, je vous réexplique? Genre les histoires de quel ion entre, quel ion sort avec les charges. Est-ce que c'est clair ou pas? Bon, en gros, bon, je vais un peu expliquer du coup, parce que en fait, tout simplement, les ions Na+, ils sont dans le milieu extracellulaire, donc quand les canaux qui sont perméables au Na+, ils vont être ouverts, le Na+, va rentrer dans la cellule. Et si on a des charges plus qui rentrent, on a une dépolarisation, tout simplement. Quand on a du plus qui rentre dans la cellule, on a une dépolarisation. Quand on a du moins qui rentre, on a une hyperpolarisation. Donc, item A, donc, il est vrai. Et le Cl-, c'est pareil. Donc, quand on a des canaux perméables au Cl- qui s'ouvrent, on a du Cl- qui va rentrer dans la cellule, donc des charges moins. Et si on a des charges moins qui rentrent dans la cellule, on a une hyperpolarisation. Donc c'est vrai. Et par contre, pour les ions K+, les ions K+, sont situés en majorité en intracellulaire. Les ions K+, sont en intracellulaire. Donc si on ouvre les canaux, les ions K+, ils vont sortir de la cellule. Et donc si on a des charges plus qui sortent, on a une hyperpolarisation et pas une dépolarisation. Donc c'est pour ça que l'item D est faux. Voilà. Donc question 10. Concernant les médicaments ciblant les récepteurs à activité tyrosine kinase, quelles sont là où les réponses exactes? L'activation des récepteurs tyrosine kinase induit la phosphorylation de résidus tyrosyles, c'est vrai. Les médicaments inhibiteurs de ces récepteurs bloquent la phosphorylation et pas déphosphorylation, donc c'est faux.
Le trastuzumab est un anticorps monoclonal utilisé dans le traitement du diabète. C'est faux, c'est du cancer du sein. Ok. L'insuline médicament se fixe sur un récepteur à activité tyrosine kinase dont elle induit l'autophosphorylation, ce qui conduit en aval à une hypoglycémie et pas hyperglycémie. Et item E, les récepteurs à l'EGF sont la cible d'anticancéreux. C'est vrai. Donc question 10, c'était AE. Ah, question 11, elle est hors concours. J'ai oublié de la barrer, mais vous avez plus histoire de la médecine, donc c'est hors concours. Et question 12, concernant le règlement relatif aux dispositifs médicaux, quelles sont les réponses exactes? Alors, il est applicable depuis le 26 mai 2017, c'est faux. La loi, elle est rentrée en application en 2020. Il renforce les exigences sur les organismes notifiés, c'est vrai. Alors, il introduit un mécanisme d'évaluation clinique avant la mise sur le marché des dispositifs médicaux. Alors ça, pour moi, c'est vrai parce que dans mon cours, quand j'étais allée en cours, j'avais tout noté. Le prof, il avait dit que cette loi, elle augmentait les exigences et elle rendait plus strict en fait les évaluations cliniques de tous les dispositifs médicaux. Donc pour moi, l'item C, il est vrai. Item D, il définit un cadre plus précis en matière d'évaluation et d'investigation clinique pour les dispositifs médicaux, c'est vrai aussi. Et item E, il interdit les essais cliniques pour les dispositifs médicaux invasifs, c'est faux. Donc question 12, pour moi, c'est BCD. Voilà. Je vais regarder s'il n'y a pas de questions. Dans le chat, il n'y a pas de questions. Donc, j'espère que c'est clair pour vous, que ça vous a un peu aidé à revoir toute l'UE6. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui retombent régulièrement. Donc rien qu'en connaissant bien vos annales, il y a moyen d'avoir une très, très bonne note en UE6. Et vous voyez que les questions, elles sont pas très dures. C'est toujours autour des mêmes choses. Donc voilà. Il n'y a pas de questions. J'ai pas entendu, du coup je pense qu'il n'y a pas de questions. Voilà, du coup on a fini, travaillez bien et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Merci beaucoup. Merci. De rien.